Nous sommes tout simplement de retour dans cette Aftertech. Comme toutes les Aftertech, ma première question est vos petits retours à chaud sur ce manga. Parce que moi j'aime bien savoir ce que vous en avez pensé dans un premier temps. Bose il nous a dit c'est commandé, bien évidemment. Arrivé du Canada en même temps, hein, on la bait. On la bait comme jamais. Atom, je sais pas s'ils les avaient déjà achetés. J'ai toujours pas commandé, mais faut que je le fasse, voilà. J'ai commandé le premier tome, nice. Donc ça, c'est que dans un ensemble, ça vous a plu. Tu sais me parler, toi. Il me le prête après, mais parfait. Ça a l'air intéressant, ça me donne moi aussi envie de le commander. J'aime bien vos messages. J'aime bien vos messages positifs dans ce sens-là. J'ai peur de vous ruiner. J'ai peur de vous ruiner parce que c'est quand même un manga par semaine que je vous présente. Et bon, du coup, achetez-les à votre rythme, hein, n'achetez pas tout d'un coup, bien évidemment. Le jour où je parle de One Piece, ce qui n'arrivera jamais, c'est 90 tomes, hein, ça va coûter cher. Mais bon. Pour quand le prochain best-of, Bose? Je n'ai pas la réponse à cette question. Théorie, je suis navré. Et Bose vient de disparaître dans le chat, il ne réapparaîtra pas. Pas pour répondre à cette question. T'inquiète, je les achète chez toi. Et évidemment, n'hésitez pas à les emprunter chez un ami, bien évidemment. La technique des facilités. J'ai pris un compte fidélité chez le vendeur de manga de ma ville. C'est vrai que maintenant, avec le Covid, petits échanges par mail. En vrai, ça peut être intéressant. J'ai beaucoup de retard à titre personnel sur des sorties récentes. J'ai beaucoup de retard sur des sorties récentes et je pense que de mon côté, je devrais aussi essayer de retourner un peu plus chez... pas y retourner plus parce que quand j'y retourne, je claque 100 balles à chaque fois, ce qui n'est pas bien. Mais essayer de me tenir plus à jour sur des nouveautés. J'ai plus de nouveautés à lire, mais parce que j'achète pas de nouveautés parce que j'ai beaucoup de retard dans mes achats. Mais je passe à côté de plein de choses. Et du coup, si je passe à côté de plein de choses, je vous fais passer à côté de plein de choses également. Donc là, pour le coup, je pourrais lire, peut-être essayer de demander si on peut me prêter un tome 1, que je le lise. Essayer de voir si Xavier ou Fabrice a envie d'interagir dans l'émission. Mais voilà, moi pour l'instant, si j'arrive à la fin de ma bibliothèque, j'ai plus rien. C'est ça le problème, alors qu'il y a plein de nouveautés. Et le problème s'appelle ressources monétaires. Et là, vous y pouvez pas grand-chose. Akata, Ototo, Kana, Kurokawa, Pika, si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de m'envoyer des mangas, envoyez-moi un mail, on discute. Vous avez plein de MP pour me contacter, je vous promets. Je vous promets, qui que vous soyez. Soleil aussi. N'importe quelle maison d'édition, je sais que j'ai dû en oublier. Mais si vous avez envie, on le fait avec authenticité, il n'y a pas de souci. Moi, je demande que ça, des nouveautés. Dès que j'ai passé la barrière financière, c'est bon, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Bon, en tout cas, ravi que ça vous ait plu. Et donc, on va pouvoir un peu échanger dans ce thème d'Aftertech. Si vous avez suivi, on avait mis en place sur Discord un petit channel écrit qui s'appelle Suggestion, qui s'appelle Sujet d'Aftertech, et dans laquelle vous pouvez publier vos idées du moment que ça a un lien un tant soit peu avec la culture asiatique. Et la toute première semaine où on a mis ça en place, j'avais rien bossé, du coup on avait improvisé sur l'époque Edo et l'ère Meiji. Ça s'était assez bien passé. C'est c'est l'Aftertech qui s'appelle C'est cool, on apprend des trucs. Et la semaine dernière, celle qui va sortir du coup vendredi, nous avons parlé d'un premier thème plutôt travaillé, qui suivait plutôt bien, qui était la sexualité au Japon, qui enchaîne bien avec notre Vedotech, qui va bien enchaîner avec notre Aftertech. La sexualité au Japon, dont on avait appris que la sexualité au Japon avait été bien guidée. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais j'ai acheté L'île du temps et j'ai beaucoup aimé. Ah, trop bien! Je sais que t'aimes bien le format one shot, enfin que t'aimes bien le format où tu peux finir comme ça d'un coup.
Et bah, trop cool si ça t'a plu. Est-ce que t'avais réussi à deviner qui c'était avant la fin? Ça, c'est la question qui me taraude. Moi, je me suis planté. Voilà. Et donc, du coup, on avait enchaîné avec... Oui, oh, trop fort. Trop forte. Moi, j'avais pas réussi. Du coup, on avait enchaîné avec la sexualité au Japon. On avait vu que la plupart de leur sexualité provenait du shintoïsme. Et donc, du coup, dans nos thèmes, nous avions, dans ce sujet d'Aftertech, poète, si j'y vais, je vais le lire littéralement, nous avions spiritualité, religion et leur rapport à la mort. Je m'en doutais un moment. Bien joué. Moi, je me suis loupé. Alors, du coup, on va pas encore parler du rapport à la mort. Quoi qu'on va en parler un peu, parce qu'on va parler courant de pensée. Mais j'avoue ne pas l'avoir plus détaillé que ça. On va parler un peu spiritualité, religion. Et donc, on va un peu étayer les propos. Tout d'abord, j'ai tapé dans un premier temps spiritualité. La spiritualité n'est pas à confondre avec la religion parce que la spiritualité n'en est pas une. La spiritualité, c'est juste la croyance en événements paranormal. Paranormal se définit tout simplement par qui n'est pas normal, qui sort de l'ordinaire et qu'on ne peut pas expliquer. Beaucoup de choses sur Terre sont paranormales. Et donc, il y a deux courants de pensée. Soit c'est juste un événement paranormal, soit vous avez une croyance religieuse, et cette croyance religieuse vous pousse à croire que ça a été fait par un être supérieur que vous ne voyez pas. Souvent être supérieur. Dans quoi va différer la relation au Japon? Le Japon est un des rares pays qui n'a pas eu pendant très longtemps de religion officielle. Dans notre histoire à nous, la religion au pouvoir, ça a été très longtemps, ou en tout cas dans les décisions importantes de l'État, ça a été très courant. Au Japon, c'est pas le cas. Au Japon, ça date de très loin. On va d'abord passer dans un premier temps par le bouddhisme. Le bouddhisme a été importé de Chine, parce que créé en Chine, j'ai oublié le nom, tout petit pays en tout cas que la Chine persécute aujourd'hui. En tout cas, c'est importé de Chine. Ça a été importé de Chine aux alentours du 5e siècle. Donc là, toujours, on est très loin. Le bouddhisme date à peu près de -700, -800 selon les écrits. Le Népal, merci. Merci. Voilà, de Chine et de Népal, création du bouddhisme. Et donc, du coup, ça arrive à peu près au 5e siècle au Japon. Enfin, ça arrive un peu plus tôt au Japon. Enfin, ça arrive aussi très vite au Japon. Mais c'est au 5e siècle qu'on va arriver à une démarcation. Donc il y a le bouddhisme, il y a aussi le courant de pensée de Confucius, qui était un ancien philosophe, on pourrait le dire un peu comme ça. Il avait sa manière de penser, ça a donné il s'appelait Confucius, ça a donné Confuciusisme. Donc le bouddhisme, confuciusisme, tout ça, c'est arrivé au Japon. Et au 5e siècle, après Jésus-Christ bien évidemment, eh bien le Japon a commencé à développer, enfin les Japonais, parce que là c'est très différent, les Japonais ont commencé à développer leur écriture. Parce que le Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui est très loin du Japon au 5e siècle. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Japonais étaient extrêmement minoritaires, ne contrôlaient pas la majorité du pays, qui était à la solde d'autres contrées, d'autres nations comme la Chine, c'était pas les Huns, mais c'était les Ainu, je crois, une connerie comme ça. Bref, il y avait plein de peuples comme ça sur les terres du Japon, et donc les Japonais étaient une minorité. Mais au 5e siècle, ils ont commencé à développer leur écriture, et ils ont voulu essayer de marquer une supériorité par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bouddhisme, et ils ont commencé à y apporter des précisions à l'écrit. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le shintoïsme, qui est une variante du bouddhisme, vient de ces Japonais-là, à cette époque, qui ont apporté des modifications au shintoïsme pour montrer qu'ils avaient une avancée. Et donc, ils ont essayé de
répandre ce shintoïsme qu'ils avaient modifié, créé aux autres peuples. Pour quelle raison ? Parce que les Japonais avaient un retard sociétal sur les autres contrées qui étaient sur l'archipel, et donc avaient un besoin de se montrer supérieurs. Et pourquoi ils avaient ce besoin de se montrer supérieurs ? Pour deux raisons, parce qu'ils avaient du retard, et l'autre raison, parce que la dynastie royale du Japon, qui a toujours existé, c'est toujours estimée souveraine légitime de Amaterasu, qui est la déesse du soleil. Et donc là, on commence à mêler shintoïsme et spiritualisme, parce que le spiritualisme au Japon a toujours existé. Le spiritualisme, donc je vous rappelle, qui consiste à croire au paranormal. L'explication entre guillemets de ce paranormal au Japon est que fantômes, esprits et morts peuvent interagir avec les objets du monde vivant. Et qu'il y en a partout, que personne n'échappe à ceci. C'est pas il y a un endroit, il y a un sanctuaire sacré et là il se passe rien, ça n'existe pas. Pour eux, ça peut agir partout, en toutes circonstances, que ce soit démons, fantômes, dieux, tous ces éléments-là peuvent agir à n'importe quel moment avec notre monde. Et donc, depuis la nuit des temps, quand les Japonais font un village, eh bien, ils créent un temple dédié à donc du coup les kami, les yokai, et les kami, yokai et oni, voilà. Et donc du coup, pour les honorer et donc ne pas s'attirer entre guillemets leur foudre. Ils ont toujours un respect pour ça, et donc dès qu'un nouveau village se crée, un nouveau temple se crée. D'où la présence, encore aujourd'hui, de moult temples au Japon. Et donc, le Japon s'est toujours estimé, dans la lignée, enfin en tout cas la famille royale du Japon, s'est toujours estimée souveraine légitime de Amaterasu qui représente la déesse du soleil et du coup la divinité suprême, donc la plus puissante. Il y avait toute une histoire par rapport à la descendance de cette souveraineté que je peux vous inviter à consulter. Sinon, pour en savoir moyennement plus de manière moins relou, ou en tout cas de manière ludique, vous pouvez jouer à Okami. Okami, où vous incarnez justement une réincarnation de Amaterasu. Et vous trouvez l'histoire de Susanoo, qui est le frère originel de Amaterasu, mais qui avait décidé de rejoindre le monde des vivants et qui a utilisé un artefact pour pouvoir procréer avec une humaine pour laquelle il avait décidé de quitter le monde des dieux. Parce que les dieux ne côtoient pas les humains, bien évidemment, sauf Susanoo, qui du coup avait décidé d'épouser une humaine et donc a utilisé un artefact pour pouvoir procréer avec. Et depuis, la lignée royale du Japon estime être la descendance de Susanoo depuis ce temps-là. Ça remonte à très longtemps. Et donc le Japon, avec le shintoïsme, veut marquer sa supériorité et veut prouver qu'elle n'a pas un retard par rapport à ses autres contrées. Et donc du coup crée le courant de pensée, le shintoïsme, qui est tout simplement une variante du bouddhisme avec des précisions supplémentaires et qui est une religion du coup, enfin qui est une croyance polythéiste qui croit en plusieurs dieux. Donc je vous l'ai dit en l'occurrence, il y a Amaterasu, il y avait Susanoo, ça en fait déjà 2, et il y en a beaucoup trop d'autres pour pouvoir les citer. Je n'ai toujours pas lu l'ouvrage que j'ai là-dessus. Il ne retrace qu'une seule partie de l'histoire, mais il y en a beaucoup. Ensuite, on approche plutôt d'un Japon qui a évolué aujourd'hui, mais le bouddhisme est resté majoritaire au Japon, parce que c'était un peu l'original, donc le bouddhisme qui vient avec le Bouddha, donc Népal, Inde, Chine, tout ça, avec Gautama Siddhartha, que vous pouvez retrouver dans les Vacances de Jésus Bouddha, qui a été estimé comme le premier Bouddha éveillé. Et donc du coup, vous avez souvent le bouddhisme et le shintoïsme se ressemblent dans ces points-là parce que ça s'adapte de ça. Et du coup, aujourd'hui, le shintoïsme représente à peu près 90 millions d'adeptes.
pour vous montrer à quel point c'est pas beaucoup, parce qu'en France, vous me direz, c'est plus que la population française, mais au Japon, ça représente même pas Tokyo. Voilà, le shintoïsme n'est même pas est à peine pratiqué par l'entièreté de Tokyo. C'est pas énorme par rapport à tout le reste du pays. Donc c'est un courant de pensée qui s'est évolué et qui a été créé par les Japonais eux-mêmes, et qui en plus d'être polythéiste est également une religion karmique. Karmique, le terme comme ça peut peut-être pas vous parler, mais ça repose tout simplement du coup sur le karma. Et le karma, ça je pense que ça vous parle un peu plus, c'est devenu plus populaire en Occident ces dernières années. En tout cas depuis les années 2000, c'est devenu plus populaire le terme de karma, mais ça a toujours existé en Chine, au Japon, etc. Et le karma repose sur plusieurs principes. Un principe de base étant tout d'abord que toute action engendre des conséquences. Donc, si votre action est négative, elle engendrera des conséquences négatives. Si votre action est positive, elle engendrera des conséquences positives. Donc, tout simplement, tout vient à point, à qui c'est attendre, pour le résumer. Mais le karmique du shintoïsme va plus loin. Si vous avez vu les vacances de Jésus et Bouddha, il y aura quelque chose qui va vous marquer, ce sont les oreilles de Bouddha. Pourquoi ? Parce que Bouddha, il a un lobe d'oreille qui est plutôt grand, plus grand que le mien en l'occurrence, hein. Mais vous noterez que moi, j'ai un sale lobe d'oreille. Et vous noterez que j'ai un sale lobe d'oreille, et qu'est-ce que ça représente ce lobe d'oreille ? Ça représente la réincarnation. Le bouddhisme et le shintoïsme croient en la réincarnation, en un cycle de réincarnation basé sur le karma, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez fait des actions positives, vous allez vous réincarner en quelque chose de bien. Si vous avez fait des actions négatives, vous allez vous réincarner en quelque chose de mal. Alors, mais le karma, c'est aussi beaucoup de fais le bien et l'univers te le rendra. Pas forcément de si tu m'as fait mal, t'auras mal aussi. Alors, il y a différents types de karma. Il y a un karma qui s'est popularisé en Occident, qui n'est pas le même que le karma du shintoïsme et du bouddhisme. Je me suis pas... j'ai vu qu'il y avait différents karmas, mais j'avais préféré me concentrer sur le karma basé sur le shintoïsme et le bouddhisme, et je m'étais pas renseigné sur le karma occidental, pardon. Mais j'ai écrit karmi au lieu de karma. Voilà. Il y a un karma. Non. Voilà. Il y a différents types de karma. Donc dans l'hindouisme, le bouddhisme et tchèque. Là, j'ai plus la page sous le nez. Mais il y a différents types de karma et donc du coup des interprétations qui sont différentes. Parce que le karma, la notion du karma aussi dans le shintoïsme et le bouddhisme se repose du coup avec un terme sur lequel vous pouvez être familier si vous lisez les vacances de Jésus et Bouddha, qui s'appelle le samsara. Le samsara en fait s'appelle juste le cycle des réincarnations. Et donc la logique veut que si vous avez fait beaucoup d'actions bien, vous aurez une bonne réincarnation, la meilleure réincarnation étant être humain, et que dès que vous êtes vraiment the best, vous atteignez l'éveil. L'éveil, c'est comme Bouddha, vous êtes un éveillé, et donc à partir de là, vous les rejoignez eux. Je viens de trouver tout ce qu'on aimait dans l'univers revient vers nous. Mais l'idée dans la phrase que tu as émise rejoint quand même l'idée que j'ai lancée, tu vois. Enfin, si tu fais le bien, l'univers te le rendra. Ça, c'est la conséquence positive. Mais si tu as fait l'inverse, l'univers te le rendra également. C'est juste que là c'est la tournure qui est en fait juste sur la manière positive. Mais l'idée est totalement la même. Tu as une action, tu auras des conséquences, les conséquences étant basées sur tes actions. Et donc du coup, il y a un cycle des réincarnations basé sur les actions. Et donc tout ça dans l'objectif d'atteindre l'éveil. Et donc plus vous avez de réincarnations, plus votre lobe d'oreille est réputé pour être long. Donc théoriquement, j'ai pas mal de réincarnations au compteur. Et ce qu'on pourrait négliger, c'est
que le karma, selon eux, se transmet de vie en vie. C'est-à-dire que si vous avez fait des actions néfastes dans une vie et que ça ne s'était pas encore retourné contre vous, ça peut se retourner contre vous dans la vie suivante. Voilà, si vous avez un karma de merde, que vous savez pas d'où ça vient, dites-vous qu'avant vous étiez un connard. C'est peut-être l'explication. Voilà. Mais voilà, dans notre culture aujourd'hui occidentale, il y a d'autres variantes du karma, d'autres explications du karma qui ne reposent pas également sur le chakra. Chakra qui est quelque chose de très populaire au Japon, qui repose sur les points vitaux de votre corps et ici qu'on peut connaître grâce à Naruto en l'occurrence. Les gens qui portent des écarteurs et détruisent leur cycle de régénération, je sais pas, j'espère que c'est pas considéré comme de la triche en tout cas. Ça serait dommage pour eux. Mais je pense qu'ils retiennent. Tu vois, je pense que chez eux, ils ont un carnet, ils savent. Je suis dans la merde. Je pense que chez eux, ils savent. Je pense que tu peux pas leur mentir, tu vois. Voilà. Donc, ça, c'était parmi les choses que j'avais pu découvrir à ce niveau. Et finalement, j'ai lu beaucoup de choses pour les expliquer extrêmement vite. Et ça me met dans un mal total. Donc du coup là, ça rejoignait surtout leur rapport à la mort, dans la mesure où au Japon et dans d'autres pays asiatiques en l'occurrence, la mort n'est pas une fin. Pas dans la mesure où vous avez un courant de pensée shintoïste ou bouddhiste. La mort, pour ces personnes, ne représente pas une fin, ne représente qu'un moyen. Et ce moyen, c'est de se réincarner dans une vie suivante. Et donc de recommencer. Il y a des croyances par rapport à tout ça aussi, également que certaines personnes, souvent il peut y avoir des personnes qui meurent et qui naissent simultanément, donc souvent il y a cet aspect de transfert instantané, voilà, vous étiez la personne A, vous aviez X connaissances, vous mourrez, et pouf, vous êtes transféré dans la personne qui vient de naître. Mais vous êtes toujours la personne A, mais vous êtes la personne A bis, parce que vous n'avez plus les connaissances. Enfin, vous recommencez à zéro. Voilà, il y a cette croyance-là que vous pouvez avoir la mort et la naissance immédiate. Comme de l'autre manière, souvent avec des personnes populaires, en l'occurrence, ou des personnes talentueuses, ou qui ont des sortes de dons, comme on dirait, des personnes extrêmement talentueuses. C'est surtout pour ces personnes qu'on y croit le plus. Et il y a d'autres croyances. Il y a aussi la croyance que vous pouvez naître avec des souvenirs d'anciennes vies. C'est arrivé dans la vraie vie. C'est arrivé dans la vraie vie d'avoir des bébés qui naissent et qui très vite reçoivent la capacité de parler, qui ont des souvenirs qui ne leur appartiennent entre guillemets pas et qui ont des connaissances qu'ils ne sont pas encore censés avoir. Ce sont des cas qui ont déjà été recensés dans le monde, extrêmement rares. Et donc du coup chez eux, on croit du coup à la chez eux, tout ça s'explique par le fait que tu as réussi à te réincarner en gardant tes souvenirs de ta vie précédente, qui sont des cas plutôt rares. Et c'est plutôt fascinant. C'est plutôt fascinant à ce niveau. Moi, ça m'a toujours intrigué depuis petit, je peux le dire en tout cas. Je vais retourner sur la page du shintoïsme pour voir si j'avais oublié. Alors s'il y avait des choses, des titres dont je me souviens que j'ai oublié de parler. Les origines, on les a faites, bien évidemment. C'est vrai que je vous ai pas parlé de l'ère Meiji. Sacré ère Meiji, hein. C'est vrai que je vous ai pas parlé de l'ère Meiji qui a essayé de rendre, parce que du coup je vous ai dit que le Japon était un des rares pays qui n'avait pas de langue officielle, enfin qui n'avait pas de religion officielle imposée. Et bien l'ère Meiji, pour essayer un peu de réimposer des points de vue, etc., a voulu rendre pendant un certain temps le shintoïsme religion officielle et donc la prendre à plus large échelle. Et donc c'est ce qu'on appelle pendant une période le Shinto d'État. Mais ça n'a pas
Ça n'a pas duré longtemps, hein. Si vous vous souvenez, l'ère Meiji, c'est les années 1860 et ça a pris fin pendant les guerres mondiales. En guerre mondiale, la deuxième, il me semble, en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, on a mis fin à ça, plus obligatoire. Donc ça fait maintenant 80 ans que le Japon n'a de nouveau plus de religion officielle. Mais voilà, il n'a plus de religion officielle, la principale étant le bouddhisme avec le shintoïsme. Vous aurez retrouvé beaucoup de christianisme dedans, pas beaucoup d'islamisme, mais il y en a. Voilà. Du coup, je vérifie par rapport à la page. Non, on a parlé du karma. On a parlé du karma. On a moins parlé des kami, parce que les kami, il y en a beaucoup. Les kami, c'est plein de choses. C'est des petits démons, c'est des petits esprits qui peuvent donner via des objets, interagir avec des objets. C'est très courant. J'en ai pas parlé de ça, mais c'est très courant au Japon de penser que des objets peuvent prendre vie. Ils peuvent prendre vie de différentes manières. La première étant que l'esprit souhaite communiquer tout simplement avec vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit positive ou négative. Ou d'une autre manière, vous avez apporté beaucoup d'affection à un objet. Je sais pas, vous aimiez trop un doudou quand vous étiez petit, ça fait genre 15 ans, c'est votre doudou favori, parce que bon bah vous l'aimez quand même trop bien, il est trop cool, tu vois, t'as pas à en avoir honte, c'est ton doudou favori. Eh bien, on estime que quand un objet a reçu beaucoup d'amour, eh bien, il peut développer une âme et prendre vie. C'est une croyance populaire liée bah, du coup au shintoïsme et pas au shintoïsme, mais liée au spiritualisme, on va dire presque banalisé au Japon de croire dans ce paranormal. Mon bocal de riz va prendre vie. Le problème c'est que tu le vides, du coup le riz n'est pas statique, mais le bocal si tu l'aimes beaucoup... En fait le problème c'est que t'aimes le riz, pas le bocal, tu vois. Du coup je pense pas que le bocal puisse prendre vie. Mais voilà, et donc du coup le shintoïsme a permis la création de beaucoup de temples. Temples que vous pouvez retrouver sous différentes formes. Vous voyez en l'occurrence, on va dire les temples traditionnels où vous venez faire des offrandes. Je ne peux pas vous dire s'il va prendre vie. Où vous pouvez retrouver des offrandes, voilà, où vous pouvez aller faire vos prières. Il y a souvent des petites cloches aussi qu'on peut faire sonner à l'occasion des fêtes. Mais vous pouvez aussi retrouver ce genre de temples qui font partie du shintoïsme. Ça s'appelle des portes shinto. C'est pas comme les arches torii. C'est pas entièrement pareil. Vous voyez que l'architecture est un chouïa différente sur celle-ci. Mais voilà, les portes shinto font partie du shintoïsme. Et c'est aussi pour ça que vous en retrouvez partout au Japon. Et bah c'est ultra beau. Voilà. J'ai rien dit, c'est des torii. Voilà, les torii font partie du shintoïsme. J'ai rien dit, c'est des torii. Donc du coup, c'est... voilà. Aimer les torii, c'est aimer une partie du shintoïsme, tout simplement. Ça fait partie des sanctuaires. Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver souvent des petits textes dessus, qui sont souvent, je pense, des chakras. Vous savez pas ce qu'est les chakras, ce sont des... c'est un peu comme une parabole dans le côté christianique. Voilà. Donc est-ce qu'Iron Man va prendre vie en pleine nuit de parler? Il va parler chinois dans la vie, il va appeler Jarvis, il va pas comprendre. Hein. Voilà. J'ai fait mes recherches là-dessus, à ce qui est populaire au Japon. Je ne sais pas, 1, si j'ai répondu à toutes les attentes. 2, si j'ai été clair dans tous mes propos. N'hésitez pas, si vous avez envie d'y répondre. Si j'ai pas répondu à des questions auxquelles tu te posais, Oliel, n'hésite pas. Si quelqu'un d'autre a des questions supplémentaires par rapport à tout ce qui a été développé, n'hésitez pas. Mais j'ai déjà fait en l'occurrence du mieux que je pouvais. Oui, oui, je bosse bien.
J'avais acheté des petites cloches, je les gardais dans mon sac à dos pour les trimballer avec moi. Première fois que je suis hospitalisé, ils ont fouillé mes affaires et les ont jetées. Oh, j'ai de la peine. J'ai beaucoup de peine. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est débile. De quel roi ils les ont jetés? Oh. Vous savez quoi? Petite anecdote, parce que du coup, je viens de lire quelque chose sur les Torii. Petite anecdote, les Torii sont considérés comme un passage du monde physique au monde spirituel. Pardon. Ce qui veut dire que vous retrouvez souvent des Torii à l'entrée des sanctuaires. Ces sanctuaires, du coup, qui sont censés être des lieux de culte pour les kami et autres. Et bien du coup, en fait, quand vous passez un Torii, ben vous passez dans le monde spirituel. Et donc du coup, quand vous passez dans le sanctuaire, vous rentrez entre guillemets dans un monde spirituel. Et si vous voulez retourner dans le monde physique, il faut repasser en sens inverse. C'est comme une vraie porte. Vraiment, vous avez passé une porte. Donc si vous ne repassez pas par la porte, bien vous ne quittez pas le monde spirituel. Attention aux croyances. Et donc, courant de pensée simple, si vous pensez que vous n'allez pas repasser par une arche Torii que vous avez traversée une fois, eh bien, au lieu de la traverser et de ne jamais quitter le monde spirituel, vous allez souvent voir les Japonais, et faites pareil si vous y allez, contourner l'arche parce que vous allez passer à l'aller, mais vous n'allez jamais prendre la porte de retour, donc rester dans le monde spirituel. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Par rapport à la mort, on a aussi beaucoup de représentations de ce qu'on appelle les Shinigami. Shinigami étant tout simplement des dieux de la mort. Shinigami que vous retrouvez populairement déjà dans Bleach, qui sont ceux qui gèrent un peu le monde des esprits, enfin qui gèrent les esprits dans le monde humain. Mais on en retrouve dans beaucoup d'autres animés. Vous en retrouvez dans Death Note. Vous allez en retrouver dans un autre animé que j'aime beaucoup. Bleach. Ah merde. Je sais plus. Je sais plus comment s'appelle le manga, mais vous en retrouvez dans beaucoup. Vous en retrouvez dans beaucoup. J'ai un manga en l'occurrence qui s'appelle Shikigami. Vous doutez bien qu'à une lettre près, ça parle bien de Shinigami. Ok, top des mangas sur les Shinigami, ça c'était de la merde. Solitaire, j'ai jamais lu. C'est terrible parce que je l'ai regardé en animé tellement longtemps. Mais... Ah, Rinne, oui, voilà. Hyper bien Solitaire, j'ai pas encore pris le temps. J'ai pas encore pris le temps malheureusement. Et sinon il y a un autre manga que je trouve plutôt cool hein, qui met le... très sous-côté. Pour moi, pourtant, ça fait pourtant partie des populaires. C'est juste que je l'ai jamais regardé. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est un anime que j'ai beaucoup aimé regarder. Il passait sur G1 à un moment. Je pense qu'il doit être trouvable peut-être sur d'autres plateformes. J'ai pas encore checké. Et qui met le monde des Shinigami en scène d'une drôle de manière. C'est-à-dire qu'il le met un peu en scène comme le nôtre. C'est-à-dire il faut gagner sa vie, quoi. Et donc en fait, ce Shinigami, il est mi-Shinigami, mi-humain. Du coup, il étudie dans le monde des humains. Et il travaille en tant que Shinigami pour se faire des thunes. Donc il gère des histoires avec des esprits. Et donc il a
il a plein de problèmes qu'on retrouvera dans la vie de tous les jours, hein, bien évidemment. Mais son problème principal étant de tout simplement gagner sa vie hein, en tant que jeune adolescent étudiant, quoi, parce qu'il a plus de parents. Et c'est un manga qui mélange de l'humour et un peu de société. Et j'avais beaucoup aimé ça. Kyukai no Rine, j'avais beaucoup aimé regarder ça. Et graphiquement, le manga est plutôt cool. Juste monter l'image en grand. Graphiquement, le manga est plutôt cool. Il y a plein de personnages variés. Un manga qui aborde le terme dédié au Japon, il y a Noragami. C'est vrai qu'il y a Gami dans le titre, mais je l'ai jamais vu non plus. J'ai jamais vu, je crois, Noragami. Noragami. Non, effectivement, j'ai jamais vu. Ça, je peux bien confirmer, je l'ai jamais vu. Je crois qu'il est disponible en animé également. C'est marrant, mais là, je le regarde. Et il me rappelle... C'est pour ça que Light, il s'appelle Yagami. Oui, il me semble que son prénom, il l'explique à un moment dans l'animé en plus. Enfin, ils expliquent son nom dans l'animé, il me semble. Vous savez qui me rappelle? Il me rappelle un truc qui vient de finir il y a pas longtemps. Je l'ai entendu à côté de moi. Hein, vous trouvez pas qu'ils se sont un petit peu inspirés, les coquinous, là? Hein, vous trouvez pas que dans l'attaque des titans, ils se sont un petit peu inspirés, les fréritos, là? Hein? C'est honteux, ça? Hein? Eh, on vous voit, hein? Eh, faites vos personnages, hein? Parce qu'en plus, maintenant, il a la veste super longue depuis qu'il a les cheveux comme ça, en plus, donc... Eh! Ils ont tout pompé, hein? Regardez, vous voyez la veste dont je vous parle. Ah, il n'y a pas d'originalité par là. Bah ouais, il y a plein de trucs encore que j'ai pas vu. C'est pour ça que je dis bien que j'ai pas une connaissance exhaustive dans les sujets, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas vu encore. Des classiques comme des pas classiques, et donc j'ai plein de choses à rattraper aussi de mon côté. J'ai plein de leçons à recevoir, enfin j'ai plein de conseils à recevoir, comme j'ai plein de conseils à donner. C'est un peu ça qui est bien dans le monde du manga d'un côté, c'est que chacun a ses goûts différents et peut vous faire découvrir une façade. Je vais vous laisser, bonne soirée, merci pour la bibliothèque. De rien, Naël, des gros bisous à toi, à la prochaine. C'est pour ça que moi je peux vous conseiller dans un domaine, mais je pourrais pas vous conseiller dans tous les domaines. Vous avez vu qu'il y a déjà le manga gore. Au quotidien, j'aime pas le gore. Donc tout ce qui concerne le gore, vous n'êtes pas chez la bonne personne pour avoir des conseils là-dessus. J'ai pas trop de fiction, parce que c'est des fictions. J'ai pas trop de fiction érotique, j'ai pas trop de fiction, enfin j'ai pas de fiction pornographique non plus. J'ai pas spécial, non, je crois pas avoir spécialement de romantique non plus. Si, j'en ai un peu. J'ai un peu de baston, combat, etc. Mais ça, je préfère les regarder que les lire. Donc finalement, ouais, il y a plein de choses différentes. Et je pense que le manga, c'est un des rares domaines où plus vous voulez en savoir, plus il faut se diriger vers des personnes différentes. Parce que sinon, vous allez vous retrouver que avec les mêmes choses à lire et à voir. Mais voilà, ça qui est plutôt cool. Bon, en tout cas, merci pour ce thème. C'est un thème que j'ai beaucoup aimé faire parce que j'aime beaucoup faire les thèmes anyway, parce que je découvre des choses. Moi, je découvre les choses dans un premier temps et après, j'ai le malin plaisir à vous les apprendre à votre tour. Du coup, ça, c'est plutôt cool. On abordera peut-être à un moment, mais ça va demander beaucoup plus de travail et donc de temps. Kami, Yami, Yokai et tout ce qu'entoure du coup le spiritualisme japonais. Mais voilà. Je pense que dans un prochain temps, je pense que le rapport à la mort, je sais pourquoi Oliel en a parlé, parce que l'un des derniers mangas que je lui ai parlé parle du rapport à la mort. C'est un manga qui est très fascinant, qui s'appelle Les Oubliés. C'est un manga très fascinant, je pense que c'est ça qui lui a un peu inspiré l'idée. Et
Voilà, donc là-dessus, j'ai pas spécialement trop d'infos. Je pense qu'ils ont... ouais, parce que je suis un peu glauque. J'ai pas plus pioché là-dedans. Je voulais plus me concentrer sur la spiritualité, parce que ça faisait lien au shintoïsme dont on a parlé la semaine dernière. Et là, ça fait un moment qu'on en parle, parce qu'on en croise, enfin, forcément, quand on parle d'histoire au Japon, on croise forcément les ères et les époques. Du coup, j'espère avoir le temps de traiter des ères et des époques et de la descendance japonaise, parce que on n'est pas sans, enfin, vous n'êtes pas sans savoir du coup, grâce à l'Aftertech d'aujourd'hui, que la dynastie royale du Japon se voit lignée d'Amaterasu et donc lignée, on va dire, un peu de souche. Et donc du coup, ça a donné ces différentes ères, ces différentes époques. Et donc je vais essayer de voir si j'ai le temps de voir un peu l'évolution de la famille royale au Japon, sa force, son imposance, etc. Comment ça a évolué, et tout simplement à côté les ères à côté. Je pense que ce sera le thème de la semaine prochaine. En tout cas, c'est là-dessus que je veux bosser. Et c'est le sujet sur lequel je suis peut-être le plus à même de bosser. Enfin, qui me semble un des plus abordables à bosser avec les Yakuza. Voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode d'Aftertech. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des questions, à les poser à n'importe quel moment. Et si vous avez des idées de sujets, vous pouvez rejoindre le Discord. Discord qui est disponible un peu partout en barre d'infos, dans le chat, etc. Et même sur YouTube en description de vidéo. Et vous allez sur sujet d'Aftertech. Si vous avez des idées en lien qui ne sont pas encore citées, et bien n'hésitez pas à les mettre. Moi, ça me fait des idées en plus. Du coup, ça veut dire que ça vous intéresse. Si vous voyez que quelqu'un a déjà mis quelque chose, n'hésitez pas à le remettre une deuxième fois. Moi, de mon côté, je me dirais « Ah, il y a de l'attente à ce sujet. » Et je vais peut-être me dire « Je vais le bosser peut-être un peu plus en priorité » ou « Je le bosserai un peu plus longuement pour avoir plus de détails parce qu'il y a des intéressés. » Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve lundi en live, comme d'habitude, sur twitch.tv/vedo_. C'est le tiré du 8 si jamais. Vous pouvez nous rejoindre n'importe quel moment. Je suis en stream également tout le reste de la semaine pour passer le temps. Le mercredi, Vedotech sur YouTube. Samedi, Aftertech. Et donc, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.